Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode spécial championnat du monde depuis Bratislava cette fois. Avec Greg, on revient sur l'équipe de Suisse et avant son premier match contre l'Italie. Qu'est-ce qu'on doit attendre de la défense? Qu'est-ce qu'on doit attendre des attaquants avec le renfort de Sven Andrighetto? Quel gardien va jouer le premier match contre l'Italie? Et puis à la fin, on vous donne notre pronostic. Salut Greg. Salut Jean-Fred, alors on y est enfin à Bratislava, donc tout de suite pour vous planter le décor, on est dans la patinoire de Bratislava, on a dû se faire ouvrir une salle pour tenter d'enregistrer, bref c'est un peu rock'n'roll, mais je crois qu'on y est sur cet épisode. Ouais, des conditions pas simples, mais ma foi, on est un peu des baroudeurs de l'extrême du podcast. Les journalistes de guerre, c'est rien à côté. Exactement. Mais on est déjà très content en tout cas d'être présent pour le deuxième championnat du monde de Colfax. C'est quand même plus vraiment l'anniversaire vu que c'était la semaine passée, mais ça fait quand même un petit quelque chose d'être là pour ce tournoi. Donc l'équipe de Suisse qui commence ce samedi à 12h15 contre l'Italie. Ouais. Le néo-promu, on a l'impression que, je sais pas si le Willy Veuclin du calendrier de l'IAHF s'amuse à faire chaque fois Suisse contre le néo-promu, parce que c'était déjà le cas l'année passée, contre l'Autriche, c'était déjà le cas l'année précédente à Paris, contre la Slovénie, contre le Kazakhstan encore avant. Finalement, il n'y a que depuis 2013 où la Suisse avait joué d'entrée de jeu contre la Suède, qu'elle avait gagné. Et en 2014, contre la Russie où elle prend 5-0 d'entrée. D'ailleurs, c'est la petite particularité, c'est l'équipe de Suisse, depuis 2013, n'a jamais gagné son match d'ouverture. Alors, 2013, elle l'avait fait, justement, n'a jamais gagné en 60 minutes son match d'ouverture. Du coup, ça commence à faire un petit peu long. Là, c'est l'adversaire qui a l'air quand même idéal, non? Alors si cet adversaire-là n'est pas idéal, je pense qu'on peut tous rentrer à la maison. Enfin, je sais pas, entre affronter une Russie étoilée ou une Italie qui, moi, les seuls joueurs que je connais, je suis désolé pour les autres, c'est les 3 joueurs qui jouent en Suisse. C'est donc Luca Zanata qui joue à Olten, c'est Giovanni Morini qui joue à Lugano, puis c'est Diego Cosner qui joue à Ambri Piotta. Tu me dis que si c'est les stars de cette équipe, parce que c'est ceux qui jouent en Suisse. Alors, il y en a quand même un ou deux qui jouent en DEL et tout, il y a pas de problème, mais je suis pas franchement impressionné, on va dire. Ouais, moi je te rajouterais quand même le gardien Andreas Bernhard qui a joué toute la saison à A7 en Finlande. Il fait une bonne saison d'un point de vue statistique, c'est pas un gardien que je connais, mais quand même il fait une bonne saison statistiquement parlant là-bas. On se rappelle l'année passée contre l'Autriche, c'était Starkbaum, l'éphémère gardien de Kloten qui était venu dégoûter l'équipe de Suisse pendant assez longtemps. Il avait fait un match incroyable ce gardien-là. Les débuts de tournoi, c'est pas évident. Il y a toujours cette petite pression supplémentaire autour d'une équipe, et d'autant plus cette année quand il y a un statut de vice-champion du monde à être aîné. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu avec Tristan Chervet de ses attentes finalement autour de cette équipe de Suisse avant ce tournoi, et comment lui il vit cette pression autour de ce groupe. Disons qu'on savait qu'on allait parler comme ça de nous. Ouais. Je veux dire, c'est sûr que plus les prestations avancent, plus on attend. Et je pense que pour nous, il y a pas beaucoup qui change. Tout ce qu'on peut influencer, c'est le prochain match. Donc, on va se préparer pour demain et tout le reste suivra automatiquement. Non, Tristan Chervet est quand même assez confiant finalement en ce début de tournoi. Il n'y a pas vraiment quoi ne pas l'être. J'ai l'impression, si on regarde le calendrier, 4 premiers matchs abordables pour l'équipe de Suisse. Si tu fais pas le plein, faut au minimum arriver avec une dizaine de points après 4 matchs, à mon avis, pour être bien lancé dans cette compétition. Et finalement, une équipe de Suisse qui a pas grand chose à perdre, parce qu'on rappelle, l'année passée, il y a eu ces 2 semaines un peu folles où tout a tourné en faveur de l'équipe de Suisse. On rappelle quand même que le quart de finale contre la Finlande, tu rejoues 100 fois le match, je suis pas sûr que la Suisse les gagne 10 fois celui-ci. Et c'était 2 semaines où tout s'est bien déroulé. Faut peut-être pas attendre ça chaque année non plus. C'est comme ça que j'entamerais ce tournoi aussi, en me disant, l'équipe de Suisse a fait quelque chose d'exceptionnel l'année dernière. Alors c'est tout à fait juste. C'est l'année passée aussi. Elle perd 1 point contre l'Autriche, et ce point, elle a été le récupérer en fait contre les Tchèques en perdant, je sais plus si c'était en overtime ou au penalty. Et puis elle avait ce dernier match contre la France où on était un peu, on se demandait ce qui allait se passer, puis finalement la Suisse avait gagné 5-1, il n'y avait pas eu de problème, ils avaient passé avec 12 points. Mm-hmm. Mais c'était pas non plus, tu dis c'était 2 semaines folles, oui, parce que au final on se rappelle ce qu'il y a eu.
Mais bon, et ils ont quand même perdu contre la Suède, ils ont quand même perdu contre la Russie, donc ils n'avaient pas non plus tout gagné comme ça avait été le cas en Suède en 2013, où là ils avaient enchaîné les victoires et c'était assez incroyable. Là ils avaient quand même connu un petit peu des soubresauts, et moi j'aime bien que l'équipe de Suisse ait des problèmes en fait, parce que c'est comme ça qu'elle se construit, c'est comme ça qu'elle peut grandir. Très bien. Maintenant, j'espère que le problème, ce sera pas contre l'Italie, ni contre la Lettonie, parce qu'en plus, on a vu ces matchs de préparation, on a vu une Suisse aller, je sais pas si on peut dire crescendo, mais il y a eu un faux pas contre la France lors du deuxième match à Genève. Mais sinon, on a vu une Suisse, on a vu un groupe solide, on a vu des lignes qui semblent quand même relativement bien tournées. Il me semble que Patrick Fischer a quand même ses paires défensives qui sont définies, des paires défensives qu'on connaît depuis 2018 ou même depuis 2017. Il n'y a pas tellement de raison d'avoir peur, mais il faut toujours respecter effectivement les adversaires. Mais tu dis un truc très juste, c'est ce match contre la France. Donc on rappelle deux matchs amicaux contre la France, 2 matchs contre la Lettonie. Le deuxième contre la France, perdu après prolongation, après avoir pourtant étalé la même équipe de France 24 heures plus tôt. C'était une sorte de petite piqûre de rappel, j'ai l'impression, pour cette équipe de Suisse, qu'elle peut pas se permettre de faire un demi-match. J'ai essayé d'aborder ce sujet avec Grégory Hoffman. Comment cette défaite à Genève pourrait être un peu le déclencheur de l'opération Bratislava et la rampe de lancement idéale. Je vous laisse écouter. Ouais, ça nous fait du bien parce qu'on a enchaîné après semaine d'après avec la Russie, on a enchaîné avec la Lettonie back to back aussi et on a gagné le match du vendredi. Après on a su corriger nos erreurs qu'on avait fait contre la France et rejouer le samedi et pas commettre les mêmes erreurs. On a joué quand même solide pendant 60 minutes avec beaucoup d'occasions et s'il y avait un seul petit regret ce match-là, c'était le fait de pas assez avoir marqué parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'occasions pour plier le match plus d'une fois. Donc Grégory Hoffman qui sera un des atouts offensifs de cette équipe de Patrick Fischer. Il joue sur la ligne avec Kourachev au centre et Marchini sur l'autre aile. De manière très éphémère, il était passé en première ligne durant le match de la France, justement. Et je vous laisse aussi écouter sa réaction sur ce passage à l'aile de Nico Hischier. Et est-ce que c'est facile ou pas, justement, de jouer avec un tel joueur et comment lui, il a vécu et d'être trimballé d'une ligne à l'autre? Ouais, c'est difficile à dire, on a joué que 20 minutes, c'est clair que j'avais jamais joué avec lui. Mais je crois qu'on avait joué le soir d'avant, on avait eu un match aussi. Puis comme toute l'équipe là a pu vécu ce match contre la France, on n'était pas vraiment prêts depuis le début à jouer ce match. En général toute l'équipe et je crois que Fischi il a voulu donner une secousse un peu à l'équipe en remettant les lignes qui étaient fonctionnées le match d'avant. Mais c'est clair que non, difficile je crois pas et je crois que c'est toujours le début, tu dois trouver des automatismes avec certains joueurs. Et c'est clair qu'en 20 minutes, c'est difficile de les trouver. Bon, on va passer au line-up un peu de cette équipe de Suisse, qui a que, on va dire, 15 joueurs, 18 si on prend en compte les 3 gardiens, mais bon, il n'y a pas de suspense. Il y a 15 joueurs qui sont inscrits, 3 défenseurs, 12 attaquants, ce qui veut dire, en gros, qu'il reste que 2 spots pour les attaquants. Sachant que Sven Andrighetto va rejoindre l'équipe de Suisse dimanche soir, ou en tout cas dimanche, qu'il ne jouera pas, si on a bien compris. Il ne jouera pas avant mardi, Andrighetto. Non, ils vont pas le cramer dimanche soir contre la Lettonie. Aucun intérêt. C'est ce que j'ai cru comprendre justement des propos de Patrick Fischer après l'entraînement du jour. Et puis, on a 3 défenseurs, c'est là que ça va être assez intéressant. Parce que finalement, Weber et Yossi sont in, et Romain Lefel est aussi dedans à cause de son habileté sur le powerplay. Donc ces 3-là, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire que par ricochet, Genadzi est inscrit? C'est difficile. Parce que les paires n'ont pas changé donc depuis le dernier match de préparation à Weinfelden, ce qui veut dire que les paires sont Yossi Weber, Diaz Yanis Moser, Frick Fora et donc Genadzi Lefel. Diaz était malade, il est arrivé hier soir, il a fait son premier entraînement vendredi matin. Il jouait de nouveau avec Yanis Moser, donc on aurait tendance à dire ouais le petit jeune, on peut le mettre dehors, mais pourquoi il ferait ça? Je vois pas tellement. Non, mon idée c'est qu'un des deux entre Frick et Fora
sera pas aligné. Comme Damien Ria et Alessio Bertaggia, c'est comme ça que je vois le truc. Il va partir avec ses 7 défenseurs. Du moins, c'est ce qu'il avait l'air d'anticiper avant ce premier match contre l'Italie, pour aussi se laisser une petite liberté au cas où Niederreiter et les Carolina Hurricanes se font balayer en 4 matchs, ce qui permettrait à Niederreiter de peut-être débarquer. Voilà, 4 ou 5, je pense, c'est la limite. Si la Suisse est qualifiée pour son quart de finale, mais faut faire aussi attention, on sait qu'il peut y avoir des blessures. Donc si tu te gardes un spot, mais que admettons qu'il y a un des joueurs des premiers blocs qui saute, il va inscrire un des gars qu'il a en trop et on peut dire au revoir au potentiel Niederreiter. Bon, par contre, toi, tu vas quand même aller sur Skyscanner pour voir à quelle heure partirait le premier vol depuis la Caroline pour rejoindre Bratislava, non? Mais ça, c'est obligé. Mais ça, c'est une constante qu'on définit depuis Copenhague. C'est effectivement Skyscanner pour voir si il y a moyen d'arriver. Mais non, ce qui est sûr, c'est que en gros, on va dire, je crois que c'est le lundi ou mardi prochain. Donc dans une semaine et demie, là ce sera vraiment le dernier moment pour éventuellement arriver, mais même là je pense que ce sera très difficile, mais on va quand même, je pense au fil des matchs de Carolina, si par hasard ils perdent, on va quand même toujours poser la question à Patrick Fischer. On va prendre match de Carolina après match de Carolina pour ce championnat du monde, on va dire. Mais parlons des joueurs qui sont un peu présents quand même. Là on a parlé des défenseurs. En attaque, donc il y a la ligne Hoffman, Kourachev, Martini qui est assez claire, j'ai l'impression. Et du coup, c'est maintenant Moser qui est avec Ishier et Fiala. Il y a Praplan et Haas qui sont sur le 3e trio avec Ambul. Et la dernière ligne, c'est le binôme, on va dire, Tristan Chervet, Noah Rod, avec au centre Christophe Berti. Et ça, c'est peut-être la petite surprise de l'alignement, c'est Christophe Berti, centre de la 4e ligne. Ouais, j'en ai un petit peu parlé. Je lui dis, ça va, tu te sens à l'aise au centre? Puis il me dit, ouais, c'est cool. Les deux sont rapides, ils ont de l'énergie, ça c'est chouette. Faut juste que je fasse attention à un truc. Puis je m'attendais bien à ce qu'ils me disent les face-off. C'était ça, quoi. Pour lui, c'est essentiel de gagner ses face-off parce que il est moins habitué à ça. Puis c'est quelque chose qui s'entraîne. Enfin, j'ai l'impression que c'est un exercice, tu sais, c'est comme au basket avec les lancers francs, c'est un exercice de répétition. Je pense que tu peux avoir des bonnes habiletés au départ, mais après, forcément, tu commences à avoir de l'expérience, de savoir un petit peu comment l'adversaire va jouer. Puis, voilà, il paraît que d'ailleurs, c'est Hoffman qui disait que Kourachev, qu'on ne connaît pas, il faut être clair, hein, on l'a vu avec les M20, mais jusqu'à preuve du contraire, les matchs des Remparts de Québec, on les suit pas en live, donc on écoute un peu ce que les coéquipiers nous disent. Et il est, si ce n'est dithyrambique, en tout cas pas aussi dithyrambique qu'avec à l'égard de Ishier, mais il dit Kourachev, il est hyper intelligent, il sait tout de suite, il va vite, il est très mobile et il est bon aux engagements. Alors moi, c'est pas les coéquipiers, mais même les personnes du milieu avec qui je parle me disent alors Kourachev, faut vraiment être bien avec lui assez tôt parce qu'il va nous embêter encore un sacré moment, et parce qu'il est très fort apparemment. Il est présent au championnat du monde. Alors certes, il est centre, donc forcément, c'est pas la position la plus forte de l'équipe de Suisse, mais il a une maturité dans son jeu apparemment qui est assez admirable. Donc ouais, ça va être un des points intéressants. Mais moi, je reviens 2 secondes sur Christophe Berti, centre de la 4e ligne. Il est employé doublement à contre-emploi, je trouve. Déjà, il est au centre, comme tu l'as dit tout à l'heure, et accessoirement, il est quand même censé être dans la ligne à vocation plutôt défensive, qui va scoltiner toutes les premières lignes adverses. Alors contre l'Italie, ça va pas être un facteur, contre la Lettonie non plus, contre la Norvège ou l'Autriche, là aussi mais dans la suite du tournoi, t'as un centre de 4e ligne qui est plutôt un ailier offensif. Et ça, je me demande aussi comment ça va se passer. Peut-être qu'il a tout à fait les capacités d'avoir ce rôle et de le jouer à merveille. Si Patrick Fischer le met à cette place-là, je pense que il en est convaincu. Mais moi, je me réjouis de voir comment ça va se passer aussi sur ce point-là, parce que les premières lignes, c'est un peu plus clair finalement. D'avoir mis Moser avec Fiala
et Ischier, finalement, c'est une ligne qui est assez complémentaire. On a vu que Hoffman avait essayé, ça s'était pas très bien déroulé. Il avait essayé avec Praplon, où ça fonctionnait aussi au début de la préparation. Le reste de l'alignement, il est assez simple, j'ai l'impression. Ouais, mais Berchi, tu dis, c'est un joueur qui a du jeu, hein. C'est pas un joueur défensif. Moi, j'ai l'impression que Chervet et Rod, c'est des joueurs dans l'alignement. Là, on leur demande de faire ça, mais on sait qu'ils sont capables aussi d'amener quelque chose. Ils sont pas cantonnés à un rôle. Tu prends pas des types qui sont là juste pour faire du box-play. C'est plutôt des types ou du jeu défensif. C'est des types qui sont très très bons joueurs de National League, qui sont capables d'être bons offensivement et qui en plus disposent de qualités défensives non négligeables. Moi, c'est physique. Voilà. Enfin, d'énergie. C'est vraiment une ligne. Souvent, on se disait, cette ligne-là, elle doit être casse-pied à jouer contre. C'est possible que ce soit une ligne où en fait ça bourdonne beaucoup et ça patine. On a l'impression que c'est un peu le leitmotiv de Patrick Fischer. Il veut de la vitesse, mais plus que de la vitesse, c'est bouger les jambes, c'est d'être constamment en mouvement. Et cette ligne-là, avec ces trois joueurs-là, je pense qu'au niveau mouvement, ça va être la dynamo, ça va tourner, quoi. Peuvent produire de l'énergie, ils peuvent produire de l'électricité. Mais avec ça, on vient peut-être de résoudre une des plus grosses énigmes du Genève Servette de la saison dernière, à savoir comment ça se fait que Chris Maxwell nous a utilisé Noah Rod de cette façon. De le mettre de jamais le mettre en valeur, de tout le temps le mettre dans des lignes compliquées, disons, pour lui, pour s'exprimer offensivement. En fait, il nous l'a juste préparé pour avoir ce rôle-là en équipe de Suisse et jouer dans une ligne un peu plus défensive. Donc, on pourrait remercier Chris Maxwell d'avoir fait ça. Mais blague à part, je comprends quand même toujours pas ce qui s'est passé sur cette saison de Noah Rod. Et j'aimerais bien comprendre si un de nos auditeurs a une réponse. Il peut nous contacter, peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair dans cette énigme Noah Rod. Donc on a bien parlé des attaquants, des défenseurs, on va finir presque naturellement par un sujet qui est pas si simple que ça, alors que les trois gardiens, on a tout de suite dit qu'on trouvait ça parfait compte tenu de la saison régulière. Hein. Tu mets qui? Pour partir demain, Berra, Giannoni, Robert Mayer? Alors... On va procéder par élimination. Dans mon esprit, il va commencer avec Giannoni, le premier match contre l'Italie, et il va mettre Berra en 2 et puis Robert Mayer en tribune. C'est spéculation complète, hein, on va pas se mentir. Et il va tourner dans le match numéro 2, il mettra Berra et Giannoni Berra devant le filet, Giannoni en 2. L'équipe de Suisse fait des back-to-back sur quasi tout le tournoi. Elle a 3 sets de back-to-back, donc les deux gardiens vont tourner, il le fait souvent comme ça. Il y a aucun intérêt à envoyer un type entre les poteaux 6 fois sur la phase de poule. Donc alternance Giannoni-Berra, ça a bien fonctionné l'année passée au Danemark. Pas de raison de changer des gardiens qui sont bien en place, il me semble. Alors parfaitement. Ça voudrait dire que si je suis ton raisonnement, c'est Giannoni d'abord, donc Berra contre la Lettonie, ça voudra dire Giannoni contre l'Autriche et Berra contre la Norvège, et puis après on a le gros morceau avec Russie-Suède, donc Giannoni, Berra, et puis on retrouverait... Là on se projette beaucoup. Non, on se projette beaucoup, mais ça voudrait dire aussi que, et je pense que t'as raison, ça voudrait dire que le 7e match contre les Tchèques, tu peux remettre Giannoni, ça voudrait dire 4 matchs pour Giannoni, 3 matchs pour Berra, t'as quand même défini un numéro 1. À ce moment-là, le quart de finale, tu repars avec ton numéro 1. Ou alors tu donnes le match contre les Tchèques à Robert Mayer face à ses origines. Ça peut être rigolo comme petite histoire à écrire à la veille de ce match, non? Alors, oui. Faut être sûr quand même que t'as les points nécessaires, que t'es pas en train de serrer les fesses, hein, parce que... C'est pas un manchot, Robert Mayer, quand même, non? Du tout, mais tout d'un coup, lancer ton 3e gardien dans le dernier match. Non, bien sûr. Mais là, c'est vraiment de la spéculation. Contrairement à ce que disent les joueurs, là, on n'est pas vraiment en train de prendre match après match. Mais là, après l'Italie, match numéro 2, ce sera la Lettonie. La Lettonie de Bob Hartley, on l'a vu 2 fois. Une fois à Erisau, une fois à Weinfelden. T'étais présent. T'en as pensé quoi de cette Lettonie? Là, j'ai pas été franchement impressionné par cette équipe. Je m'attendais quand même à une équipe un peu pénible à jouer, avec beaucoup justement d'énergie. Tu compenses peut-être pas le manque de technique, mais c'est clair que maintenant, par rapport à l'équipe de Suisse, on peut le dire, la Lettonie, elle est moins forte sur le papier. Oui. Ça veut pas dire la Lettonie va gagner. Quand on regarde simplement le contingent, on dit la Suisse est meilleure. Il n'y a pas de Romagnosi du côté de la Lettonie. Maintenant,
Il y a Merzlikins qui revient. Qui sera pas encore là, je pense, pour le match numéro 2. Mais ça peut tout d'un coup apporter un petit regain de quelque chose à la Lettonie. Ils ont des joueurs qu'on connaît, comme Kenins. Tom Sandersons, futur joueur de Langnau, qui a fait toute la saison à Langenthal. C'est quand même un petit signe de la qualité ou non de l'adversaire. C'est quand un joueur de Swiss League est sélectionné. Il y a un truc aussi, moi, qui me surprend un petit peu, c'est d'avoir joué 2 matchs de préparation contre un adversaire, en fait, qu'on rencontre très très tôt dans le tournoi. Même, en fait, qu'on va rencontrer dans le tournoi. J'aurais pas été surpris de jouer contre le Danemark, mais de jouer contre la Lettonie. C'est assez surprenant. Et, on a posé la question à Gregory Hoffman, ce que ça fait de jouer contre le même adversaire, en fait, de l'avoir affronté une semaine à peu près plus tôt. On vous laisse écouter sa réponse. Les championnats du monde, c'est encore un niveau au-dessus, je vais dire. Mais c'est clair que avoir joué contre la Lettonie c'est le passé, c'est clair que on saura plus ou moins le système qu'ils vont jouer, comment ils viennent agressifs, comment ils jouent dans tous les compartiments des zones de jeu. Donc ça va être un avantage, mais après, comme j'ai dit, c'est la chose la plus importante pour nous, c'est de nous concentrer sur notre jeu à nous et puis faire les choses qu'on sait faire sur la glace. Comme lors du dernier épisode, on a les deux donné nos pronostics pour ce championnat du monde concernant l'équipe de Suisse. On va essayer de se mouiller un tout petit peu pour avoir l'air d'âne à la fin du tournoi si ça se trouve, mais c'est pas trop grave. On a l'habitude sur les pronostics de temps en temps. Hein. Tout à fait. Le podium que moi j'imagine, du coup, vu que je lance le sujet, Russie, États-Unis, Suède. À toi. Je me demande si la Russie va aller au bout, parce qu'effectivement la Russie elle fait peur avec son contingent galactique presque. Et je verrais bien quand même les États-Unis alors rafler la mise cette fois, et puis quand même la Suède en 2. Et puis, la Russie en 3. Donc on a les deux le tiercé, mais pas dans le même ordre, en Exactement. fait, sur ce championnat du monde. Pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance du contingent russe, il suffit de penser à tous les meilleurs joueurs russes du moment, et puis ils sont dans l'équipe, à peu de choses près, parce que entre forcément Ovechkin, forcément Kucherov, Kuznetsov, Malkin, même Kovalchuk, il a ses 36 ans. Au bout d'un moment, il y aura qu'un puck sur la glace. C'est peut-être le seul truc qui peut déranger cette équipe de Russie, c'est que comment tu fais cohabiter tous ces grands joueurs sur finalement que 4 lignes, et comment tu crées quelque chose avec ces joueurs-là. Mais je pense que c'est un joli problème à avoir pour le staff des Russes. Et comme vous l'entendez peut-être derrière nous, les supporters sont gentiment en train d'arriver dans la patinoire, donc je pense que c'est l'heure pour nous de boucler, sinon on va vraiment pas être audible sur la fin de ce premier épisode depuis Bratislava. Donc tout au long du mondial, on peut pas vous donner les jours de publication, mais c'est probable que lundi l'épisode suivant sorte après les 2 pré-matchs du week-end. Donc d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, et puis continuez de nous écouter et de partager nos épisodes, ça nous fait toujours très plaisir. Merci. Bon mondial.